Elsa Marpeau, L'âme du fusil, dans la collection La Noire de chez Gallimard. Alors, quand on parle de roman policier, très souvent, on imagine un roman qui se passe dans un milieu urbain. C'est vrai que beaucoup de romans policiers se passent dans un milieu urbain. Là, Elsa Marpeau, elle va mettre le crime à la campagne. Donc là, ça va se passer dans un petit hameau, un tout petit hameau, et puis il y a un étranger qui va venir s'installer dans le hameau. Et à chaque fois, dans le polar, quand un étranger arrive, c'est celui qui va apporter des informations, qui va faire, en fait, ouvrir les yeux sur une situation qui paraît habituelle aux gens qui habitent là depuis longtemps. Mais lui, l'étranger, comme il a un regard neuf, il peut voir ce qui ne va pas, ce qui se passe mal, et c'est exactement ce qui va se passer quand l'étranger va arriver dans ce hameau. Il va faire bouger les lignes, bouger les habitudes. On n'est pas dans le roman d'enquête classique où on commence par un crime et où quelqu'un vient enquêter sur ce crime. Là, on est dans un roman où on commence avec un petit événement, donc l'arrivée de quelqu'un, et ensuite la mise en place d'éléments qui vont mener à un drame, et ce drame va arriver à la fin du livre, et ça va être une surprise. Elsa Marpeau est scénariste, et donc elle sait très très bien faire ça, c'est-à-dire placer petit à petit dans son scénario, dans son texte, des éléments qui vont ensuite tout faire basculer. Elle maîtrise très très bien l'écriture, elle a un style très précis, pas du tout tape à l'œil, elle vous prend par la main, elle vous emmène dans ce milieu rural là, et Elsa Marpeau, avec L'âme du fusil, elle vous fait peur. Le royaume du fleuve de Sylvain Forge, chez Michel Lafon. Il est nantais, il habite à Nantes, certains de ses romans se passent à Nantes, et je disais que c'était un auteur de polar, mais avec le royaume du fleuve, il est passé à totalement autre chose, il fait de la fantaisie. Et il change aussi de tranche d'âge. Le royaume du fleuve est un roman jeunesse. Alors après, comme tous les romans jeunesse, Caroline, nous sommes de grands enfants quand même, il peut être lu par absolument, voilà, pas tout âge non, à partir de 12-13 ans quand même. Donc un livre de fantaisie où il va y avoir quand même quelques petites passerelles avec le roman policier, puisque là on va se retrouver dans une histoire un petit peu à la Alexandre Dumas, avec énormément de rebondissements, de suspense. Il va se passer énormément de choses. Il y a plusieurs personnages, on va suivre 5 personnages différents, pas moins de 5 personnages différents, avec chacun une destinée. Vous savez, dans la fantaisie, c'est chaque personnage souvent tend vers un but, vers quelque chose, et là, tous ces 5 personnages-là vont tendre vers quelque chose, vont se réaliser. On a à la fois une vision politique dans ce livre, Le royaume du fleuve, on a aussi une vision héroïque. Je disais, on est dans Alexandre Dumas, donc ça va un petit peu rebondir tout le temps, mais politique quand même, parce qu'on a toute une histoire avec une maladie qui arrive, une maladie qui rend aveugle les gens, surtout les gens des bas quartiers, et petit à petit, on va en apprendre beaucoup sur les jeux de force qu'il y a au sein de cette société de Nantos, sur le pouvoir, le peuple, les riches, etc. Enfin, là, je suis en train de vous en raconter beaucoup. Vous verrez tout ça en lisant Le royaume du fleuve de Sylvain Forge, qui, à mon avis, est très à l'aise dans la fantaisie. On n'attendait absolument pas là. Ces autres romans sont des romans policiers très très terre à terre. Et là, il est vraiment surprenant. C'était Le royaume du fleuve de Sylvain Forge. Les beaux mensonges de Céline de Rohany aux éditions des Presses de la Cité est un premier roman, le premier roman d'une autrice nantaise, née à Nantes et qui a grandi et travaillé à Nantes avant de partir s'exiler en Australie. Et elle raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Céleste Ibarbengoitia, qui est aussi un personnage qui revient dans sa ville, qui revient à Nantes, puisque c'est la ville de Nantes qu'on a au cœur du roman, et on découvre un personnage de flic, un personnage typique du roman policier, une femme flic, une femme imposante, une femme qui a de nombreuses caractéristiques, dont celle de cette grande balafre qu'elle porte sur le visage, qui fait qu'elle ne passe pas inaperçue. C'est une enquête qui va nous amener du côté de la bourgeoisie nantaise, puisqu'on découvre le personnage d'Anne Arnott, un cadavre dans un lit, et comme c'est l'héritière des biscuiteries nantaises, bien sûr, ce n'est pas une mort qu'on va pouvoir traiter comme toutes les autres. J'ai l'impression qu'on est dans un pur thriller là.
Oui, il y a une mécanique, c'est-à-dire qu'on est dans ces fameux chapitres courts, on avance dans l'histoire, elle va interroger les témoins, les amis, donc on va fouiller dans le passé, on va fouiller dans les secrets, et des secrets souvent un peu sales forcément. On est dans l'ADN du polar, on est dans la violence, le sexe, les marges, on va un peu de surprise en surprise, ça peut être un petit peu abracadabrant aussi, mais on est tenu par vraiment la façon dont elle arrive à décrire ses personnages. Avec ce que tu dis, est-ce qu'on serait pas un petit peu dans un polamour aussi, c'est-à-dire un polar qui mélange le noir et le rose? L'argent et l'amour, on dit souvent que ce sont les moteurs du crime, c'est vraiment ce qu'elle a réussi à mettre au cœur du livre, le sexe et la violence, l'amour et l'argent, tout ça y est, et elle plante, on le sent, les débuts d'une série avec ce personnage, avec le personnage de Céleste, cette femme dont on a envie de savoir un petit peu plus. Donc je pense que Les Beaux mensonges de Céline de Rohany est un démarrage et qu'on ne sera pas sans avoir une suite. Anna guidant le peuple de Maëlys Duval aux éditions Géphir, une maison d'édition basée au Cellier. Et c'est un roman très surprenant, assez inclassable, notamment au niveau du genre. On est dans l'imaginaire, on est dans le futur, mais peut-être aujourd'hui. C'est l'histoire d'une révolution, c'est une histoire politique. Mais ce que va surtout raconter Maëlys Duval, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Zosime. Et je voudrais juste vous lire les premiers mots de ce livre. Sur la place de la Liberté, en face de la monumentale statue de l'héroïne du peuple révolutionnaire, il y avait un vieux figuier. Sous l'arbre vénérable, un banc. Si le banc faisait face à la statue, ce n'était pas un hasard. En effet, ce fut assis dessus, à l'ombre du grand figuier, que Zosime eut l'idée du monument, 3 ans auparavant. Il bataillait alors avec l'idée de la disparition d'Anna et ne pouvait se résoudre à sa mort. Anna, c'est donc l'héroïne du livre, c'est donc la figure qui habite le roman et qu'on va découvrir. Et c'est notamment l'histoire de Zosime qu'on écoute là, qui est un veuf marqué par la perte de sa femme. Et il reste avec sa petite fille. Il va devoir surmonter tout ça au milieu de cette révolution. Une révolution qui est politique puisqu'on arrive probablement à dépasser une situation catastrophique pour installer une forme d'utopie. Et là-dedans, l'utopie et le deuil se mêlent pour montrer comment un homme, un individu peut surmonter ses traumatismes et comment aussi un pays, une société peut parvenir au meilleur. Et il y a une touche donc d'optimisme là-dedans et une grande ouverture dans l'écriture et dans le propos de Maëlys Duval. J'ai l'impression qu'on va être dans ce genre de roman où l'histoire avec un grand H va rejoindre l'histoire des protagonistes, l'histoire avec un petit H, quand les deux se fondent dans un même texte. C'est ce qu'elle a réussi à faire, c'est un peu un cliché du genre, enfin, de raconter. C'est souvent ça qu'on trouve dans les livres, cette petite histoire, la grande histoire, les destins individuels pris dans la grande histoire. Mais c'est vraiment typiquement ça, et beaucoup de surprises. Vraiment, elle installe un monde, elle installe les relations entre les personnages, et cette révolution très étrange qui est à la fois le sujet et pas le sujet du livre. C'est vraiment Zosime et sa fille, et comment tous les deux vont pouvoir s'en sortir, qu'on a au cœur du roman de Maëlys Duval, donc Anna guidant le peuple. Demain la brume de Timothée Demeyer aux éditions Asphalte. Timothée Demeyer est un auteur né à Angers, il a déjà 2 romans derrière lui et avec celui-ci il nous emmène dans la guerre, il nous fait suivre plusieurs personnages. On découvre un trio, des cousins, des amis, un trio de jeunes dans les années 90 donc à Vukovar, à Zagreb. La guerre arrive et la guerre va traumatiser un pays, traumatiser des familles et des amitiés. Et c'est cette histoire-là que raconte Timothée Demeyer. Il y avait les vacances d'été et les lettres envoyées à Tito. Avant, il y avait aussi Nada, ma cousine. Il y avait tout ça. Et même si tout existe encore aujourd'hui, même si tout est d'une certaine manière encore là, même si ma ville natale figure encore sur les cartes, même si les films de ma jeunesse se louent toujours dans les vidéoclubs ouverts 24 heures sur 24, derrière les néons publicitaires qui clignotent dans les rues pleines de vitrines débordantes de produits colorés, même si nos cassettes reposent toujours sur les étagères des fans de la première heure, et si notre tube est encore joué parfois sur des stations de radio nostalgiques, même si les îles de notre enfance attirent de nouveau les touristes du monde entier, à l'intérieur de nous, tout a été réduit en miettes, en brasier fumant, tout, absolument tout. Comme le dit ce passage donc, du roman, on va
être pris dans ce traumatisme, on va le ressentir véritablement parce que les personnages nous parlent, parce que les personnages nous touchent. Et il y a l'écriture de Timothée de Meyer qui réussit à faire ça, à nous faire ressentir la guerre et ses traumatismes. Dans l'extrait que tu as lu, là, on parle de cassettes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années maintenant, dans le roman policier, ce roman de genre, on parle de plus en plus de musique. La musique est de plus en plus présente. Il s'en sert comment de cette musique-là dans ce livre ? Alors là, c'est un élément de contexte, puisqu'il y a la musique aussi d'une époque. C'est un élément qui va aider aussi à caractériser les personnages. Le type de musique choisi donne des indices. C'est un trio, hein, ces amis-là, notamment le duo de copains monte un groupe de rock. C'est quelque chose qui participe de cette ambiance-là. C'est très très bien fait. Et l'histoire reste principalement quand même une histoire de guerre, revenir sur un passé, mieux comprendre comment les mécanismes de la guerre détruisent des familles. Et c'est ça l'objet de Timothée de Meyer dans Demain la brume.